Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. Aujourd'hui, nous allons parler du discours sur l'état de l'Union européenne qui s'est déroulé le 10 septembre dernier, discours prononcé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devant le Parlement européen. Et notre interlocuteur est Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Astrid, ravi de vous revoir. Mais moi aussi. Donc vous êtes professeur de droit public à l'Université de Tours et président de la Maison de l'Europe de Tours. Alors Pierre-Yves, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce discours ? Quelle est l'origine un peu de cette pratique ? Oui, bien entendu, c'est une pratique qui finalement est assez récente. Puisqu'elle va se mettre en place à partir de 2010. Pratique annuelle, donc le dernier discours sur l'état de l'Union européenne, vous l'avez dit, on va y revenir bien sûr, c'est ce discours, celui du 10 septembre dernier. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, sauf erreur de ma part, mais ce n'est pas prévu à proprement parler dans les traités, notamment le traité de Lisbonne de 2009. C'est une pratique qui va être quand même formalisée entre le Parlement européen et la Commission dans le cadre d'un accord interinstitutionnel, on peut dire aussi un accord cadre. L'objectif étant, en 2010, c'est toujours vrai encore aujourd'hui, l'objectif étant de renforcer la transparence au départ dans le discours et la visibilité de la Commission devant les députés européens, mais également pour ce qu'on appelle procéder à la reddition des comptes, c'est-à-dire remettre les comptes budgétaires financiers de la Commission devant le Parlement. Alors, petite précision tout de même, juste pour poursuivre, après les pratiques justement des années 2010, 11, 12, 13, 14, etc., on assiste, alors c'est vraiment assez vérifiable avec Ursula von der Leyen, on rappellera que c'est le second mandat tout de même, on pourra le redire aussi, l'exercice est devenu nettement plus politique, je crois. C'est-à-dire que la Commission, la présidente de la Commission fait en réalité, enfin, on peut l'analyser ainsi, un véritable discours de politique générale annuelle. Bon, on rappellera au passage que la Commission peut être renversée, j'y reviendrai d'ailleurs, par le Parlement européen. Donc il y a un contrôle politique du Parlement européen sur la Commission. Donc la Commission fait un véritable discours de politique générale annuelle, tout en faisant le bilan de l'année précédente, et tout en se projetant également sur du moyen terme. Voilà. Donc il y a désormais quelque chose de beaucoup plus politique et sans doute aussi de beaucoup plus polémique, puisque précisément ce discours sur l'état de l'UE, il n'est pas simplement qu'objectif par rapport à des chiffres et des statistiques, mais il est également programmatique d'un point de vue politique. Rappelons quand même qu'il n'y a que 4 discours par mandat de 5 ans, puisqu'il n'y a pas de discours la première année d'élection. Bien sûr, c'est l'année d'installation. Voilà. Tout à fait, 2024, il n'y a pas eu de discours sur l'état de l'Union. Donc c'est le premier discours du second mandat d'Ursula von der Leyen, au titre de l'année passée, tout à fait. Et est-ce que ce discours, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'inspire un petit peu du discours du président américain devant sa chambre ? Alors je ne sais pas si c'est devant le Congrès ou devant la chambre des... Je ne sais pas trop quelles sont les institutions américaines, oui, je suis désolée. Je comprends. Non, mais oui, alors ça c'est un sujet qui est très intéressant parce que un positionnement politique plutôt antifédéral, français d'ailleurs, mais pas seulement français, a critiqué ce fameux discours sur l'état de l'Union, en ce que ce discours ressemblait furieusement, si je puis dire, au discours annuel du président américain, qui justement s'appelle aussi discours sur l'état de l'Union. Bien. Donc, si on voulait démontrer que l'Europe était fédérale, eh bien on peut le démontrer puisque, au fond, la présidente de la Commission, c'est la Commission qui fait tout, qui décide de tout comme on sait, entre guillemets, eh bien on fait tout comme les États-Unis, donc nous sommes un petit peu dans une logique de mimétisme, un petit peu envahis par ces Américains qui nous imposent, y compris leur modèle. Bon.
alors on peut effectivement discuter sur cette analogie, qui me paraît un petit peu discutable tout de même. Alors c'est vrai qu'il y a un discours sur l'état de l'Union, ce sont les mêmes termes. Alors sauf qu'aux États-Unis, c'est une obligation constitutionnelle. Le discours, il est effectivement annuel, mais alors, de manière très régulière d'ailleurs depuis 1913. Donc ça fait quand même un sacré moment. C'est un discours qui est également très politique, qui est tenu par le président américain au Capitole, c'est-à-dire devant le Congrès, qui est le Parlement américain, c'est la Chambre des représentants et le Sénat, également devant la Cour suprême, les membres du gouvernement et avec des invités. Le président américain, ce n'est pas le ou la présidente de la Commission européenne. Les États-Unis, ce n'est pas l'Union européenne. Le seul point commun qu'il y a peut-être, alors outre la terminologie qui semble tout à fait comparable, c'est qu'aux États-Unis, c'est un État fédéral, bien sûr, et l'Union européenne, c'est aussi une association, une fédération d'États qui sont souverains, comme le rappeler. Oui, on ne peut pas dire que c'est une fédération. Non, c'est pas une fédération au sens d'État fédéral. Voilà, ce sont des États souverains, et ça, parfois, on l'oublie quand même un petit peu trop. Mais il n'est pas absurde, par conséquent, lorsqu'on est dans une association qui va s'appeler Fédération pour les États-Unis et Union pour nous, eh bien, de faire un état annuel de la situation de cette union. Voilà. Donc les analogies, oui, effectivement, on peut en faire, mais il faut se garder de toute analogie excessive, de mon point de vue. Et si on revient un petit peu plus précisément au discours qui a été prononcé le 10 septembre prochain, pourquoi est-ce qu'il est important, ce discours, et quelle forme prend-il ? Alors, c'est deux points intéressants, me semble-t-il, à rappeler, parce que on voit évidemment passer un certain nombre d'informations sur le discours d'Ursula von der Leyen, qui est souvent résumé à sa plus simple expression, et on voit 3-4 images qui se baladent, où on voit effectivement la présidente qui est au Parlement européen. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, depuis 10 ans, mais alors surtout depuis les 2 mandats d'Ursula von der Leyen, c'est qu'il s'agit d'un moment qui est réglé véritablement au millimètre, qui est très préparé. Il n'y a pas du tout d'improvisation. Le discours commence à être rédigé à partir du mois d'août. Il y a tous les rédacteurs qui travaillent sur, peut-être même un petit peu avant. Évidemment, la présidente y ajoute un certain nombre d'éléments. Et ce discours, sur la forme, je vais y revenir dans un instant, est très organisé, très codifié. Voilà, c'est le mot que je cherchais, très codifié. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. L'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. Et notre propos aujourd'hui tourne autour du discours sur l'état de l'UE qui a été prononcé le 10 septembre dernier par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avec Pierre-Yves Monjal. Donc ce discours est très codifié. Quelle forme prend-il un petit peu ? Qu'est-ce qui se passe en fait pendant ce discours ? Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe ? Codifié pourquoi ? Parce que vous avez toujours la version écrite, très facile à obtenir du discours, et vous avez le discours qui est prononcé par la présidente. Cette année, mais comme les années précédentes, c'est à 9h du matin. La présidente se présente devant les députés européens, avec son équipe de commissaires, et pendant 1h05, c'est à peu près la durée moyenne du discours, en anglais, la plupart du temps, à ma connaissance, elle n'a jamais prononcé de discours en français, en anglais, elle prononce son discours. Alors si je peux me permettre, elle fait les 3 langues en fait. Alors, elle fait les 3 langues. Elle passe anglais, beaucoup l'anglais, mais allemand et français. Oui. Mais on lui a reproché justement de ne pas tenir qu'une seule langue sur l'entièreté du discours, mais sur les 3 grandes langues, elle le fait. C'est tout à fait juste. Et à l'issue de cette heure 10 de discours, s'ensuit une discussion avec les députés européens.
Alors là aussi, tout est préparé, tout est programmé à l'avance. Parfois, il y a quelques questions qui sortent du chapeau qui ne sont pas prévues, mais c'est assez rare. C'est un petit peu comme des questions au gouvernement, si vous voulez, en France. Et là, généralement, les attaques sont très dures, parce que ceux qui vont s'exprimer ne sont généralement pas des personnes qui sont d'accord avec la présidente. Il y a une logique d'opposition. Bon. Donc on va souvent entendre tous les opposants, de droite ou de gauche d'ailleurs, peu importe, au projet européen, aux choix politiques et stratégiques d'Ursula von der Leyen, même si parfois, alors ça c'est un gros reproche que l'on fait à nos députés français, qui ont un positionnement d'ailleurs soit à gauche, soit à droite, enfin plutôt très polarisé, ils vont surtout parler de la situation française et très peu de la situation européenne. Ça on l'a constaté des dizaines de fois, pour critiquer la politique d'Emmanuel Macron par exemple. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Mais à l'issue de ces questions, la présidente, librement, répond ou ne répond pas. Souvent, elle reste un petit peu glaciale, ce qui a un petit peu tendance à crisper les députés, sans doute à juste raison. Mais sur la forme, c'est ainsi. Et alors, cette année, je crois que il y avait plusieurs motifs. Il y a plusieurs motifs qui expliquent, me semble-t-il, que ce discours était, alors, important, très important. Les autres précédemment aussi, tout est toujours important en politique, me semble-t-il, mais que ce discours cette année était peut-être un peu particulier. Donc on l'a dit à l'instant, c'est le premier discours du second mandat d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission donc, qui est une personnalité politique, et qui a une personnalité politique, je vais y revenir juste une seconde après, tout à fait singulière. Premier point. Deuxième point, rappeler que la présidente Ursula von der Leyen est assez mal menée par le Parlement européen, dont on connaît la composition qui n'a pas permis de dégager une majorité, et avec des forces qu'on pourrait qualifier de souverainistes, de nationalistes, d'anti-européennes, beaucoup plus structurées, beaucoup plus actives. Et plus importantes aussi. Plus importantes et plus influentes depuis la dernière élection de juin 2024. Il y a quand même un chamboulement, faut pas l'oublier. De ce point de vue-là, alors, et qui fait par ailleurs cette recomposition politique du Parlement européen un petit peu tache d'huile, parce que certaines formes, certains partis politiques, ou de formation de groupes politiques, je pense au PPE, une certaine frange du PPE, accueillent parfois favorablement ce discours, typiquement sur la question du tout électrique, typiquement sur le Green Deal, d'ailleurs sur lequel on pourrait revenir, et donc on voit bien que... Le pacte vert, pardonnez-moi, le pacte vert, c'est tout à fait juste, et on voit bien qu'il y a un grignotage de cette ambition. Bien. Donc, rappelons quand même que Ursula von der Leyen va subir 3 motions de censure en 2025. Alors une qui a eu lieu, alors je crois que c'était cet été, et 2 qui vont arriver là très prochainement, qui sont programmées, qui a eu lieu en octobre. Donc c'est quand même ce contexte-là, et c'est absolument inouï, parce que je crois que depuis la création de la communauté, de l'Union européenne, il y a dû y avoir au total 8 motions de censure en 45 ans, là, 3 qui déboulent d'un coup. En une année. Voilà, il faudrait revérifier plus précisément. Autre élément, mais alors ça n'aura échappé évidemment à personne, c'est que nous sommes dans une situation, voyez-vous, sur le plan économique et le plan social interne, c'est-à-dire européen, extrêmement complexe. La crise économique est très profonde, et la casse sociale, les désordres sociaux sont également très visibles dans un certain nombre de pays, dont la France. Et nous sommes également, et ce discours s'inscrit aussi là-dedans, nous sommes également dans une situation internationale fort complexe, alors à la fois sur le plan militaire, on reparlera sans doute de l'Ukraine par exemple, mais également sur le plan commercial, sur le plan économique, avec une folie furieuse passagère, on l'espère, mais américaine, qui consiste, et on le sait, à imposer des droits de douane qui constituent des coups d'arrêt à notre prospérité économique et à notre politique d'exportation. Donc le discours de von der Leyen s'inscrit dans tout cela, et j'ajoute enfin, mais on pourra le redire après, l'année prochaine nous serons en 2026, déjà dès cette année, toute la discussion sur ce qu'on appelle le cadre financier
pluriannuel. Sur 7 ans, du coup, sur 7 ans, grand budget de l'UE sur 7 ans. Voilà, le cadre financier financier pluriannuel, c'est exactement ça. C'est le grand budget que les États prévoient sur 7 ans pour la période 2028-2034, l'année 2028 comptant une année pleine. Eh bien, la Commission demande 2000 milliards pour que l'Europe fonctionne. Les États ne veulent donner que 1000 milliards. Et 2000 milliards, parce que c'est ce qu'il faudrait à peu près pour, selon la Commission, cela puisse permettre à l'Union européenne de développer des politiques européennes ambitieuses. Et les États sont de plus en plus réticents, il y a de moins en moins d'argent, il y a des forces politiques très brutales, très organisées contre l'Union européenne. Et donc la présidente von der Leyen inscrit son discours aussi dans ce contexte à très court terme. Parce que la nouveauté est rarement une surprise, Planisphère cherche à comprendre l'actualité dans l'espace et dans le temps. Chaque semaine, des historiens, géographes, géopoliticiens, journalistes ou acteurs des relations internationales prennent le temps d'expliquer les soubresauts du monde. Planisphère, c'est chaque samedi à 19h30. Chaque week-end, Vincent Bellotti enfile sa blouse et prend soin de vous. Dans Portez-vous bien, le magazine santé sur RCF et Radio Notre-Dame, soyez informés sur les nouveautés médicales, découvrez les bons gestes au quotidien pour une meilleure santé et apprenez à mieux connaître certaines pathologies. Portez-vous bien, c'est votre rendez-vous santé chaque dimanche à 23h. RCF, l'Europe en 43 minutes. Nous parlons aujourd'hui du discours sur l'état de l'Union européenne prononcé le 10 septembre dernier par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avec Pierre-Yves Monjal. Alors Pierre-Yves, on a vu un peu le contexte, comment s'inscrit un peu ce discours dans la vie politique européenne. Maintenant, on va peut-être s'intéresser un petit peu plus au contenu plus précis du discours prononcé par la présidente de la Commission européenne. Il y a eu quand même un gros volet autour de la défense et de la sécurité européenne, dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, du conflit notamment entre l'Ukraine et la Russie. Oui, vous avez raison de commencer par cela, parce que lorsqu'on entend le discours de la présidente de la Commission, et lorsqu'on lit ce qui est écrit, il y a énormément de sujets. On peut présenter ce discours, évidemment, sous différents thèmes. Et le choix de ces thèmes, est nécessairement subjectif, mais quand même, dans l'ordre de ce qui est dit pendant ce discours et le temps qui est consacré sur tel ou tel thème, on mesure aisément que tel ou tel thème, précisément, a une importance dans un ordre défini. Bon. Alors, en regardant le discours et en réfléchissant, on peut identifier plusieurs thèmes. Je reviens sur le premier déjà, que vous dites, c'est la question de la défense et de la sécurité dans l'Union européenne. Alors le sujet est vaste, il est connu, il est ancien. Est-ce qu'on doit encore rappeler qu'on a fait une tentative dans les années 50 en voulant créer une communauté européenne de défense avec une communauté politique. On était entre 52 et 54. Et puis la France, en 1954, c'était le gouvernement de la 4e République de Guy Mollet, avec un incident de procédure à l'Assemblée nationale, mais passons là-dessus. La France, tout simplement, ne ratifie pas cette Europe de la défense, comme on l'appelait à l'époque. Bon. Donc, depuis 70 ans, pratiquement jour pour jour, la question de la défense en Europe est évidemment très compliquée. Bon, même si le traité de Lisbonne a quand même permis de mettre en place un certain nombre d'actions communes et de consolider cette défense européenne. Enfin, l'Europe n'est pas un État, elle n'a pas une armée
à elle, c'est celle des États, et nos propres armées ne sont pas dans un état absolument formidable pour des raisons diverses. Or, et malheureusement, le conflit russo-ukrainien nous a rappelé que la guerre n'était pas inévitable et qu'elle pouvait toujours réapparaître sur le continent européen. Et il ne faut pas se tromper, l'Ukraine a des frontières communes avec la Pologne notamment, la Russie a des frontières communes avec nos pays baltes européens. Donc ce sont des zones de perturbations et des zones de déstabilisation qui sont très fortes. Donc la question de la défense et de la sécurité, pour nous, en Europe, c'est devenu un sujet absolument majeur, et la présidente de la Commission a fortement insisté sur la nécessité pour l'Europe de renforcer sa défense commune. Alors, il faut savoir ce que ça veut dire. Alors, y compris avec un soutien accru à l'Ukraine. Renforcer la défense commune, c'est les États qui doivent faire des choix budgétaires en direction de la défense. La France l'a fait, l'Allemagne aussi. Mais ça consiste également, pour le budget de l'Union européenne et éventuellement avec un emprunt commun, à mobiliser des milliards d'euros en direction, précisément, budget européen, qui sont rediffusés ensuite dans les budgets nationaux, en direction, ou au titre, de cette défense européenne pour lutter contre les menaces militaires. Donc c'est vrai que ça, c'est un sujet absolument fondamental. Alors après, malheureusement, il faut être réaliste. Cela va dépendre des États, ça va dépendre des moyens financiers, ça va dépendre des engagements politiques, de la capacité de nos armées à se moderniser et à pouvoir venir en aide aux Ukrainiens notamment, avec des contextes et des tensions diplomatiques extrêmes par ailleurs, entre la Russie, bien sûr, l'Europe, mais également entre les pays membres de l'UE et la question de l'aide à l'Ukraine. Et puis, sur un plan politique, est-ce que l'Europe pèse encore bien lourd ? Y compris sur les questions russo-ukrainiennes, je n'en suis pas sûr. On a vu comment les Américains, Donald Trump, à un moment donné, alors ils ont échoué, je pense. Vladimir Poutine n'est pas manipulable, entre guillemets, aussi facilement que cela. Et puis, est-ce que sur ce conflit, je ne sais pas comment le dire, mais enfin, israélo-palestinien, un conflit israélo-palestinien, est-ce que l'Europe a été capable de dire quelque chose, et alors d'agir, non, et de dire peut-être, mais c'est parfaitement inaudible, les Américains parlent plus fort que nous. Donc là, c'est un vrai sujet, et c'est un point très important, bien sûr, dans le discours de Mme von der Leyen. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. Le discours sur l'état de l'Union européenne est notre sujet aujourd'hui avec Pierre-Yves Monjal. Donc on a vu un peu le premier sujet qui a occupé pas mal de temps sur le discours au sujet de la défense et la sécurité. Mais il y a aussi un sujet qui est important, qui était très important lors du premier mandat de la présidente actuelle de la Commission européenne, qui commence à être grignoté un petit peu, vous l'avez rappelé en début d'émission, c'est la transition écologique et les questions énergétiques. Alors surtout la transition énergétique, écologique, qui est un peu plus grignotée avec le démantèlement petit à petit, mais sûrement du pacte vert. Et l'énergie, toujours aussi en lien avec notamment le conflit avec russo-ukrainien. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. La question énergétique est en lien, bien entendu, avec le pétrole, le gaz, où on l'achète à qui, où. Bon, ça, c'est un vrai sujet. Oui, la transition écologique, et on peut mettre dans le même paquet, effectivement, l'énergie, tout ça, c'est bien entendu lié. Le sujet est extrêmement important, alors là aussi qui crée des crispations ou des polarisations parce que c'est devenu très idéologique, très politisé, et parfois avec des discussions et des prises de position très frontales entre les partis politiques, que ce soit d'ailleurs dans l'Union européenne ou en France typiquement. Bon. Oui, on a changé de décor, si vous voulez. Donc en 2017, 18, 19, quand la Commission européenne commence à proposer ces textes, notamment les grandes directives sur le pacte vert, le fameux Green Deal, mais qui est un programme immense d'ailleurs, qui va jusque dans un premier temps 2035, 2040, 2050. Bon, en 2050, 50% d'énergie décarbonée. Neutralité carbone. Neutralité carbone qui doit être complètement atteinte et on va l'atteindre mais par palier. Il y a une sorte d'euphorie verte assez extraordinaire. Le basculement pour les automobiles au tout électrique. D'ailleurs, les grandes industries automobiles allemandes ont été les
première à investir très tôt, et je crois que c'était de l'ordre de 100 milliards d'investissements pour pouvoir anticiper le passage des voitures à essence, dites moteur thermique, aux véhicules électriques. Bon, en France, on s'y est mis un petit peu plus tard. Cette dynamique, elle semble... Alors, rompue, certainement pas. Bon, elle explique, Ursula von der Leyen, qu'il faut arriver à la neutralité carbone idéalement en 2040, donc 10 ans plus tôt, que prévu initialement, très bien, sauf que, on parlait de grignotage, on parlait de tension, en tout cas pour ce mandat, que ce soit d'ailleurs en France ou dans l'Union européenne, au Parlement européen, les choses ne vont pas si bien que cela. On voit bien que la transition électrique pour les voitures, c'est très compliqué, sur le plan industriel, sur le plan de la fiabilité, qu'il y a un impact écologique qu'on ne peut pas nier. À un moment donné, on ouvre les yeux, on se dit, mince, effectivement, est-ce que tout cela participe du bon développement durable ? Bon, les industriels, les constructeurs d'automobiles allemands reviennent sur le tout électrique et réinvestissent sur des moteurs thermiques moins polluants. C'est quand même un signal. Et puis, sur le plan, je dirais, idéologique, le tout décarboné, le tout vert, entre guillemets, devient un sujet de passion et de crispation, comme je l'indiquais, entre les partis politiques. Donc là, il y a quand même un sujet qui est important, et on voit bien l'évolution. Une sorte de détricotage subtil qui se fait. Et ce qui vient s'ajouter à cela, et là aussi ça fait partie des éléments nouveaux, avec une bataille très dure sur le plan politique entre la France et l'Allemagne, pour les deux protagonistes principaux, c'est la question du nucléaire. Le nucléaire, revirement, j'allais dire de jurisprudence, volte-face d'ailleurs de notre propre président, qui, dans une espèce d'alliance avec les partis écologistes, disait non, le nucléaire, on va tout doucement le délaisser pour valoriser l'énergie verte. Et puis, brutalement, il y a 2 ou 3 ans, basculement, non, on va investir dans le nucléaire civil, relancer nos réacteurs, les refaire partir. La question était de savoir, est-ce que l'énergie nucléaire a un impact carbone ? La Commission et la Cour de justice ont tranché, non, impact neutre. Donc on fait rentrer le nucléaire dans le mix énergétique. Alors aux grandes dames des anti-nucléaires, est-ce que c'est un choix raisonnable ? Est-ce que c'est un choix politique ? Chacun y verra ce qu'il veut y voir. Mais il y a une opposition politique très forte entre l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, je ne sais pas trop, mais un groupe de pays qui gravitent autour de l'Allemagne, sont pratiquement une petite dizaine, et puis les pro-nucléaires, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, nous avons aussi notre petite garde, et donc on a une espèce d'opposition de bloc à bloc, alors qui va se calmer à un moment donné, mais si, comprenez bien ce qui se passe, la France veut vendre son nucléaire, il va falloir que l'Allemagne y trouve son compte sur d'autres sujets. Par exemple, un accord de commerce avec l'Amérique du Sud pour vendre ses voitures. Par exemple. Ça se passe exactement comme ça et pas autrement. Voilà, ça c'était pour le volet... C'était une question de négociation, d'équilibre et que chacun y trouve son compte. C'est pour ça, lorsqu'on dit que les États ne sont pas souverains, juridiquement c'est faux. C'est faux de dire que c'est la Commission qui décide de tout. Ça, je pourrais vous... Peut-être dans une autre émission. Tiens, qui dirige la Commission européenne ? C'est peut-être pas Ursula von der Leyen, dis donc. Et j'ai des preuves. Non mais sérieusement, en plus c'est vrai. Mais, non, évidemment que la France c'est la France, l'Allemagne c'est l'Allemagne, et que tout est affaire de négociation autour d'une table, avec un peu de droit, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de stratégie. RCF à Amboise, 100.4, à Cheverny, 96.4. RCF, l'Europe en 43 minutes. Nous parlons aujourd'hui du discours sur l'état de l'Union européenne prononcé le 10 septembre dernier par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avec Pierre-Yves Monjal. Pierre-Yves, donc le contenu de ce discours, la présidente de la Commission a également parlé d'économie, d'agriculture, de justice sociale, de cohésion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces sujets ? Oui, bien sûr. Là, ça, je serais tenté de dire que
l'économie, l'agriculture. Alors, la justice sociale, c'est un peu... Non, c'est pas particulier. Ça fait partie des politiques de l'Union européenne, ce qu'on appelle la politique sociale, qui n'est pas tellement connue, avec la question de la cohésion. C'est un petit peu le cœur de métier originaire de l'Union européenne, si vous voulez. Ce qui est plus nouveau, c'est les problématiques défense, liées au contexte, bien entendu. Bon, et ce qui est également un peu plus nouveau aussi, c'est la politique environnementale qui en fait s'installe à partir de 1987 avec l'acte unique européen, mais qui va vraiment se développer dans les années 2000, il ne faut pas se tromper, sur la fois les actions qui ont été mises en place, et puis sur le choix politique environnemental. Bien. Alors, économie et agriculture, faut pas se tromper, c'est quoi la communauté économique européenne au départ, c'est la PAC, c'est la politique agricole commune, qui mobilisait à peu près 70% du budget de l'Europe à l'époque. Alors, il a diminué au fur et il à a mesure. énormément diminué et on se demande encore, d'ailleurs, dans les prochaines programmations qu'on évoquait tout à l'heure, le cadre financier pluriannuel, Voilà. est-ce qu'il y a encore de l'argent pour l'agriculture ? Ça, pour le coup, c'est un vrai sujet, vous voyez, parce que tout est libéralisé. Par ailleurs. Et à mon avis, de mon point de vue, c'est une grave erreur. Bon. Donc, l'agriculture, bien sûr, et puis le marché commun, le marché économique. Donc, économie et agriculture étaient quand même les deux piliers fondamentaux. Alors, donc, c'est le cœur de métier. Alors, sur la question économique, faut pas se tromper, on est complètement liés, si vous voulez, par des éléments de compétition et de concurrence, d'abord entre nous-mêmes, entre les États européens, bien entendu, sur l'état d'une situation compliquée pour les consommateurs, donc s'il y a moins de consommateurs qui achètent, il y a moins de ventes, enfin, tout ça est simple à comprendre, hélas. Et puis, la grande compétition internationale, qui est quand même très enrayée, rendue très complexe, avec la politique douanière américaine, qui nous démontre d'ailleurs au passage que le libre commerce, c'est-à-dire le commerce international où il n'y a pas trop de restrictions, notamment financières, est un facteur d'enrichissement et un facteur de croissance pour les entreprises françaises et européennes d'une manière générale. Donc, le discours qui consiste à dire les entreprises elles ne doivent rester que françaises ou se limiter simplement au marché européen, oui, il le faut, mais le marché international est également très important. Et on voit bien que certaines activités industrielles, commerciales, vont peiner, et peinent déjà, avec cette politique américaine de droits de douane très 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 élevés. Le volet agricole, en réalité, de quoi nous parle Ursula von der Leyen ? Elle nous parle surtout de l'accord Mercosur entre l'Union européenne et les États d'Amérique du Sud, enfin certains, dont le Brésil notamment, qui est un pays qui est immense. D'ailleurs, on pourrait aussi y revenir un jour sur ce thème. Ce qui se joue, c'est la concurrence agricole, bien entendu, mais si ce n'était que la concurrence agricole, en fait, c'est un deal qu'on évoquait tout à l'heure, c'est agriculture contre voiture. C'est-à-dire que dans la négociation, les Allemands jouent un rôle important, mais c'est vrai d'ailleurs aussi pour l'accord avec la Chine que l'on a. Les panneaux solaires, on évite de pas trop les interdire à l'importation ou les piles électriques pour les voitures de la Chine, parce que sinon la Chine va verrouiller l'exportation des voitures allemandes. Oui. Bon, donc dans cet accord Mercosur, il y a des éléments positifs, sans doute parce que c'est un marché agricole qui s'ouvre pour les agriculteurs français, mais c'est aussi un marché européen qui va engloutir beaucoup de produits agricoles d'Amérique du Sud, même si en volume c'est assez marginal, mais néanmoins, ce qui créera de la concurrence avec nos propres produits et nos propres filières, ce qui est un vrai sujet. Mais il n'y a pas que les produits agricoles, il y a d'autres éléments de commerce, dont l'industrie automobile. Justice et action, et justice sociale. La présidente de la Commission, est plus prompte à décarboner l'Europe, puisqu'elle dit qu'il faut arriver à neutralité carbone en 2040, mais pour la politique sociale, elle voudrait que les commissions, que l'Union européenne mette en place un projet ambitieux pour éradiquer la pauvreté d'ici 2050. Donc on voit que la pauvreté passe 10 ans après la priorité de la neutralité carbone. C'est un choix politique.
éradiquer la pauvreté, j'adorerais la croire, nous adorerions pouvoir éradiquer la pauvreté d'ici 2050. Ça laisse peu de temps. Alors d'abord, ça laisse peu de temps. Évidemment, ça me semble assez irréaliste. Hélas. Disons déjà améliorer le quotidien du plus grand nombre d'Européens, de citoyens, ça sera déjà pas mal comme programme. Bon, il faut définir ce qu'est la pauvreté, là aussi. Faudrait savoir de quoi il est question. Donc c'est en cela, finalement, que ce fameux discours sur l'état de l'Union est à la fois très concret, très programmatique et réaliste sur un certain nombre d'actions, l'agriculture par exemple, beaucoup plus politique et idéologique, peut-être même démagogique, sur d'autres aspects, comme typiquement ce plan social d'éradication de la pauvreté. RCF, à Chinon, 103.8. À Vendôme, 101.9. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Le discours sur l'état de l'Union prononcé par la présidente de la Commission européenne le 10 septembre dernier est notre propos aujourd'hui avec Pierre-Yves Monjal. Quelle est la vision politique à moyen terme du coup de cette nouvelle commission qui a à peu près 1 an d'existence maintenant, et quelles sont peut-être les grandes échéances à venir? Alors, il y a peut-être plusieurs moyens, plusieurs voies à explorer pour essayer de tenter de répondre à votre question. Alors, d'un point de vue très cynique, très réactif, je dirais que personne ne sait franchement où tout cela va. Je ne suis pas convaincu que la présidente de la Commission ait en soi ou en elle-même une vision claire, un programme, tant, je crois, que à la fois la vie économique, la vie du monde, les enjeux qui se jouent ici ou là ne sont pas maîtrisables à l'avenir, et on se débat peut-être dans un océan d'incertitude. Bon, c'est une façon de dire les choses. D'un autre point de vue, c'est le rôle d'ailleurs de la Commission, et en particulier en l'occurrence de sa présidente, c'est d'essayer de donner une orientation. Alors une orientation bien entendu, je dirais annuelle. Quand elle fait son discours sur l'état de l'Union, c'est à la fois le bilan, et puis on se projette, alors déjà pour l'année qui arrive, donc pour nous l'année 2026 si vous voulez. Mais quand même, le discours de von der Leyen ne se limite pas à 2026, il y a toujours cette volonté d'être sur une trajectoire, la preuve, on parlait de 2040, on parlait de 2050, bon, sur une trajectoire à plus long terme. Et les éléments assez forts en termes de communication politique d'Ursula von der Leyen, alors, c'est de parler de courage. Bon, ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il va falloir sans doute surmonter un certain nombre d'épreuves. De parler de solidarité, c'est un petit peu l'essence même du projet européen. Et autre élément que j'ai relevé. Alors ça c'est très intéressant, parce qu'il faut lire, je crois, entre les lignes. Ursula von der Leyen dit « Il faut que l'Union européenne ait la liberté nécessaire de mener ses actions. » La liberté nécessaire de mener ses actions. Qui peut l'empêcher de mener ses actions? Alors sans doute les règles juridiques, parce que quand même, il y a un peu de droit là-dedans. Les États. Les États. Donc, Madame von der Leyen est une femme politique très, comment dirais-je, qui a une pratique de la vie politique de très haut niveau et très aguerrie. Quand elle s'adresse aux chefs d'État ou de gouvernement ou aux ministres, elle-même a été ancienne ministre en Allemagne, et en plus elle a une posture politique très incarnée. Je ne dirais pas qu'elle parle d'égal à égal, mais enfin, on n'en est quand même pas loin. Et donc, quand elle dit « moi, présidente de la Commission, moi, Commission européenne, il me faut les moyens et la liberté nécessaires », comprenez ce que je vais vous dire. L'idée que je me fais de l'Europe, notamment sur le programme pluriannuel, on est en pleine discussion, on en discute en même temps, quand je vous dis qu'il faut 2000 milliards, c'est qu'il me faut 2000 milliards. Donc, sa vision politique, je pense, à Madame von der Leyen, c'est donner les moyens financiers à l'Union européenne, donc il faut que les États mettent un petit peu plus d'argent
dans le budget de l'UE. Je rappelle que ce que versent les États, c'est moins de 1% de la richesse des 27 pays membres produite par les États annuellement. C'est absolument dérisoire, bon, dans l'absolu. Deuxièmement, consolider grâce à cet argent des politiques indispensables, la défense, alors même si ça va dépendre bien entendu des États, la question environnementale et la relance économique. Donc il y a quand même cette volonté, mais qui est constante dans le projet européen, de projeter l'Union européenne avec de l'ambition, avec des moyens financiers et des moyens juridiques de faire, c'est-à-dire que la Commission européenne, on lui laisse un petit peu les outils, la main libre pour définir les programmes, en espérant, puisqu'elle parle de liberté, que les États suivent le jeu. Et toute la difficulté va être là, c'est qu'encore une fois, l'Union européenne est une union d'États, les États veulent bien s'unir, mais combien ça me coûte individuellement, d'un point de vue financier, et combien ça me coûte en termes de stratégie politique, électoraliste, en termes de coûts industriels, avec les grandes réorientations et les grandes mutations d'ailleurs de notre économie, il faut trouver le point médian. Eh bien, est-ce qu'Ursula von der Leyen est en capacité de projeter l'Union européenne et de convaincre les États de s'unir et d'en faire plus ? Ou est-ce que Ursula von der Leyen, peut-être, ça sera un autre sujet de discussion, sans doute à un autre moment, est-ce que Ursula von der Leyen, au fond, n'est pas que, comment dirais-je, la vitrine qui donne un sentiment d'unité d'un magasin qui est les États. Donc ça serait en quelque sorte la représentante de commerce qui a un discours, mais qui est peut-être entièrement téléguidé et construit par les États. J'ai perdu un peu de mon optimisme. Écoutez, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission de radio. On verra avec vous, Pierre-Yves. Merci beaucoup, Pierre-Yves. C'était l'Europe en 43 minutes, animé par la Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire, Europe Direct. À bientôt. Merci.